La pérennité, donc ça recoupe ce que tu disais avant, Paul. Je suis heureux d'intervenir après toi, de voir que tu es toujours aussi pérenne d'ailleurs. Et la pérennité, parce que si on revient à la raison d'être de l'architecture, c'est d'abriter nous-mêmes nos activités. S'abriter, ça implique de le faire dans des abris solides. Et qui dit solide dit pérennité. Donc la pérennité qui a subi certaines attaques au cours du XXe siècle parce que la modernité, pour, euh, pour atteindre un niveau d'abstraction qu'elle recherchait à juste titre, a enfreint certaines règles, certaines règles un peu permanentes de construction. Et donc, on a commencé à fabriquer des bâtiments qui étaient moins pérennes qu'auparavant, et même jusqu'à imaginer dans l'après-guerre, comme Paul Chemetov vient de le dire, qu'il allait être pertinent de construire des milliers de logements, mais en se disant qu'on les jetterait dans 30 ans, ce qui évidemment conceptuellement est incroyable. Donc vous voyez ici la cabane primitive de l'abbé Laugier au XVIIIe siècle, elle a l'air justement bien solide. C'est ce qu'avait aussi compris que la permanence, c'est ce qu'avait compris que Auguste Perret, dont vous voyez ici le musée des travaux publics, en chantier, donc comme presque en ruine, mais en chantier, et une belle ruine potentielle, puisqu'une belle structure. Et là, je vais vous expliquer pourquoi mon travail se situe dans cette lignée de faire des choses, en fait, on fait des bâtiments assez ennuyeux, parce qu'aujourd'hui ils sont assez ennuyeux, et demain ils seront toujours assez ennuyeux, mais pas plus. Donc on n'essaie pas d'être très intéressant immédiatement. La pérennité, elle appartient aussi à la ville. Vous voyez ici à gauche le palais de Dioclétien et à droite le centre historique de la ville de Split qui est directement inscrit dedans avec les traces du palais initial romain, donc comme en filigrane. Et donc la permanence, elle est à la fois au cœur de l'architecture et au cœur de la ville. On fait des choses qui sont lourdes, qui sont difficiles à faire, qui coûtent très cher et qui sont difficiles à bouger ensuite. Donc nécessairement, cette permanence, elle est absolument au cœur de notre discipline. Et comme les bâtiments durent longtemps, ils ne peuvent pas être soumis à la mode. Parce que la mode, c'est vraiment extrêmement excitant, extrêmement intéressant, mais ça marche bien avec des vêtements qui changent avec les saisons, qui sont faciles qui ne sont pas des investissements énormes, mais avec les bâtiments, ça ne peut pas fonctionner. Et quand un bâtiment est trop daté, il devient un peu ridicule, parce qu'on voit bien pourquoi tout ça s'était fait, mais c'est un peu comme quand on voit des fers à repasser aérodynamiques des années 50, c'est comme ça touchant, mais un peu vain quand même. Alors, aujourd'hui, il se développe beaucoup d'immédiateté liée à une importance accordée aux images et à la nécessité de faire image, et ce qui est contradictoire avec la fonction de l'architecture. Donc cette fonction de l'architecture qui est souvent devenue un vecteur de marketing urbain, qui répond à une immédiateté, elle est contradictoire à sa nature même. Donc c'est ce que je veux essayer de vous montrer un peu. Ça commence par déjà une réflexion sur la structure, parce que Paul Chemetov parlait du béton. On est un pays où on construit qu'avec des voiles de béton. On ne peut pas faire de poteaux dalles parce que le système de construction que possèdent les entreprises, et on n'a que 3 entreprises en France aussi, c'est une caractéristique qui ça leur permet de se partager le gâteau comme un cartel, et de construire très cher pour construire très mal au regard de ce qui se fait en Europe. Mais on ne peut pas construire un poteau dalle pour un problème de système de construction, ce qui fait qu'on nous parle par exemple de développement durable et d'économie de matériaux, mais on fait des voiles qui consomment 10 fois plus de béton que nécessaire pour tenir, pour assurer leur fonction. Parce qu'un voile de béton, si on le remplace par 2 poteaux, ça fait 10 fois moins de matière qui est consommée. Donc ça, c'est des questions auxquelles il faudrait réfléchir parce que c'est paradoxal de remplir des façades de panneaux solaires, par exemple, fabriqués en Chine, parce que c'est vertueux d'un point de vue environnemental, quand on va dépenser des millions de tonnes de béton pour rien. Sachant que le ciment, en plus, c'est aussi un matériau qui coûte cher à produire. Donc la pérennité, ça commencerait par le fait de faire des structures en poteaux dalles pour pouvoir être évolutif, mais dans ce projet de logement étudiant qu'on construit à Paris en ce moment, on a essayé de faire des poteaux dalles, presque, je dirais, comme à tous les projets, parce qu'on aime bien les combats perdus d'avance. Donc, et au bout d'un moment, évidemment, on se retrouve avec des voiles de béton. Donc chaque bâtiment, les voiles, ce sont ceux qui sont un peu plus longs que les autres. Donc tous les 5 mètres, on a un voile de béton, ce qui rendra ce bâtiment
ultérieurement plus difficile à transformer et donc qui lui enlèvera une forme de flexibilité qui serait une garantie de sa pérennité. Comme les bâtiments haussmanniens, en fait, qui ont l'air très rigides, mais qui ont des dimensions spatiales et des dimensions de pièces qui s'adaptent à de nombreuses fonctions. Mais quand cette ossification structurelle s'applique à des bâtiments qui contiennent des logements qui sont de plus en plus petits, ça veut dire que ce sont des espaces tellement spécifiques que demain, on ne pourra plus en faire autre chose, on ne pourra même pas les adapter à la nouvelle réglementation, comme ça arrive pour les logements étudiants des années 60, qu'on est obligé de démolir parce qu'on n'arrive pas, entre les voiles de béton, à les adapter aux normes handicapées. Donc ce bâtiment, malgré tout, c'était une forme de ville condensée qui nous intéressait d'essayer de traiter comme ça. Vous voyez, il fait une centaine de mètres de long. À gauche, ici, une coursive qui dessert ces logements qui sont comme des maisons, qui se transforment ici en rues bordées des deux côtés. Ici, un espace commun à chaque niveau, donc tous les niveaux sont différents. Et ici, un espace commun extérieur, et là, un espace commun intérieur, avec là, un funiculaire, un ascenseur oblique qui dessert tous ces espaces communs qui courent en diagonale sur la façade. Cette vue de maquette, vous voyez qu'on fait tout ça en béton coulé en place, et pour avoir une tectonique lourde, pour avoir un bâtiment qui va pouvoir se patiner, puisque le béton, ça agit un peu comme un matériau naturel, donc se patiner, ça veut dire que les traces du temps, de la pollution, de l'eau qui va couler, amélioreront son aspect, plutôt que ne le dégraderont, puisque c'est une caractéristique de beaucoup de bâtiments contemporains que d'avoir l'air plus vieux ou de se dégrader, plutôt que de gagner en beauté en vieillissant comme les bâtiments traditionnels. Alors que ce passage du temps, il est important de pouvoir le gérer harmonieusement. Donc voilà, des vues sur les coursives, des vues sur depuis les espaces communs intérieurs vers les extérieurs. On peut faire de multiples activités. Et ça se termine dans un hall comme ça monumental qui est à l'échelle de ce bâtiment qui est assez important, avec ce poteau de 10 mètres de haut, qui est une sorte de totem qui représente aussi cette communauté de 400 personnes qui va vivre là. Mais la pérennité, c'est aussi réfléchir sur les normes, parce qu'actuellement, on a certaines normes qui nous donnent certaines mesures au millimètre pour faire des logements, mais si demain la norme change, ça va poser des problèmes. Donc là, et puis dans la norme handicapée en particulier, il y a quelque chose de déprimant que, bien entendu, qu'on vit en société pour être solidaire, s'entraider, donc c'est bien naturel de penser aux plus faibles et aux gens qui sont démunis, donc notamment diminués et démunis aussi du reste, notamment comme les personnes handicapées. Donc sur ce fait, il n'y a aucune discussion. Mais là où ça devient un peu déprimant, c'est quand on se dit que vivre en société et aider les plus nécessiteux, ça signifie que tout le monde devrait vivre plus mal. Et aujourd'hui, avec la norme handicapée, c'est ce qui se passe. Les logements sont moins bien pour tout le monde, sous prétexte que pour une minorité, ils soient adaptés. Donc là, plutôt que de faire le plan habituel, on a mis le logement, on a mis tous les appareils sanitaires dans une sorte de placard au centre. Quand je suis valide, la mutualisation de ces espaces qui normalement seraient dans la salle de bain handicapée permet que j'ai un logement plus grand. Et quand je suis handicapé, je peux fermer ces portes ici et ici, ce qui donne ce plan-là. Et là, j'ai une salle de bain qui me permet de répondre à toutes les normes, mais qui, la plupart du temps, parce que malgré tout, la plupart des gens ne sont pas handicapés, permet d'avoir des logements qui ne sont pas impactés négativement par cette prise en charge positive de la difficulté d'une partie de la population. Alors la pérennité, c'est aussi une certaine pérennité des formes urbaines. J'ai dû refaire ce bâtiment là en U. C'était une ancienne laiterie dans le 13e arrondissement. J'ai conservé la cour au même emplacement. J'ai détruit la branche noire pour la reconstruire au même emplacement, mais en conservant la cour, qui était un élément pour moi urbainement rare à cet endroit, un souvenir de ce passé du Paris, quand Paris était encore faubourien. Donc pour précision, c'est le bâtiment de gauche que j'ai construit, parce que comme je cherchais à le faire vraiment banal, il n'est pas toujours évident. Et comme l'architecture, c'est une discipline de mise en relation, parce que c'est une forme aussi de métaphore de la société. On vit ensemble pour assurer une cohésion à l'intérieur du groupe.
et il faut aussi protéger certaines structures sociales, comme la sécurité sociale, par exemple, dont parlait Paul tout à l'heure. Et il faut, pour que les bâtiments puissent entrer en relation les uns avec les autres, il faut qu'ils aient aussi une capacité à durer dans le temps. Et avec ce bâtiment, je cherchais à faire en sorte que le bâtiment qui est de l'autre côté de la rue trouve sa place harmonieusement dans cet ensemble. Et plutôt que je cherchais à faire en sorte que mon bâtiment expliquait que celui qui était de l'autre côté de la rue était plus beau que lui, et vice-versa, plutôt que d'essayer de bomber le torse et d'expliquer que nous, on était tellement meilleurs aujourd'hui que les gens qui ont fait ça au XIXe siècle. La cohésion, c'est aussi une espèce de cohésion entre les pleins et les vides, qu'on trouve dans la ville traditionnelle et qu'on a mis en œuvre ici dans un ensemble de logements à Nanterre, où les bâtiments sont en freestanding, sont libres, mais ils sont comme aimantés par des vides, et les vides sont aussi importants que les pleins. Donc on a une cour centrale carrée qui est articulée à l'espace public par deux sortes de grands vestibules urbains. Ici, vous en voyez un avec des loggias d'angle. Chaque fois qu'on a pu, on a mis des loggias dans les angles avec des jardins d'hiver qui se ferment, qui s'ouvrent à volonté. Ça donne sur une cour carrée avec des bâtiments qui sont, disons, le plus normaux possible. Ils sont construits avec un revêtement de briques et à ce titre, ils vont être pérennes et se patiner harmonieusement, a priori. Un autre vestibule urbain, voilà, donc des matériaux simples et éprouvés, on va dire, plutôt que des matières plastiques, mais aussi parce que ce qu'on cherche, c'est à donner un caractère urbain dans un lieu comme ça. Et pour moi, le caractère urbain, il passe par une certaine massivité. Il passe par la tradition de la ville de pierre, et c'est à mes yeux fort difficile d'imaginer de faire un bâtiment urbain qui serait en matière plastique et légère. Et tout l'imaginaire, par exemple, des case study houses de Californie, il fonctionne bien, la tôle ondulée sous le soleil californien, dans cette espèce de légèreté, posée dans la nature du désert, comme ça. Tout ça, ça crée une harmonie merveilleuse avec ce paysage. Mais à Paris, par exemple, la tôle ondulée, le plastique, tout ça, c'est possible évidemment, mais moi ça ne m'intéresse pas. Un bâtiment comme ça, il est pérenne. Celui-ci, ce sont des logements qu'on est en train de livrer à Lyon. Il est pérenne parce qu'on a cherché à simplifier la structure au maximum. Elle est entièrement concentrique, comme ça. La limite d'étanchéité, c'est ça. Ça, c'est juste un voile qui est percé librement et qui permet d'abriter des loggias qui deviennent plus fonctionnels parce que dans ce bâtiment, dans ce quartier très dense, ça permet de se cacher ou de se montrer à volonté. Donc ça, c'est des vues du chantier. Et ce bâtiment est revêtu de carreaux de céramique vernissés, dans la tradition un peu des constructions de l'après-guerre à Milan. Et Milan, on sait que c'est une ville qui était très liée historiquement à Lyon. Et à l'intérieur, on a cette épaisseur en périphérie qui fait qu'on a des espaces extérieurs qui deviennent comme des pièces extérieures, un peu, qui jouent d'une ambiguïté qui est chère à la modernité. Ici, au fond, on a c'est le même logement, c'est la loggia en simple hauteur du même logement qu'on voit ici et qui donne sur cet espace-là. Donc en fait, on a tout un investissement des espaces extérieurs qui communiquent les uns dans les autres. Là, on voit ces deux niveaux de loggia, ici et là, depuis l'intérieur de ce duplex. Et puis on a ce matériau entièrement homogène sur toute la façade, en briques vernissées, qui donne aussi, parce qu'il a une couleur ambiguë, il a une capacité à changer en fonction de la lumière. Donc c'est pérenne, mais parce que c'est pérenne, il faut se préoccuper du fait que c'est à des aspects un peu changeants. Voilà, pérennité aussi d'une certaine forme archaïque, la pièce, dans cette maison où toutes les pièces sont identiques. Là, ce qui nous intéresse, c'est de revisiter ce sujet, la pièce, comme presque un élément, presque un atome d'architecture, le minimum qu'on peut faire. Et là, on est dans des tectoniques moins traditionnelles, parce qu'on est revêtu, elle n'est pas finie là, c'est un chantier, c'est pour ça que c'est gris, ça sera extra blanc après. C'est construit en monomure, donc ce matériau qui permet de construire tous les pavillons de France, un peu là, très répandu, donc très ordinaire, mais au lieu d'être enduit, il est juste revêtu d'une résine d'étanchéité, donc c'est un peu comme si le chantier avait été peint au Karcher et maintenu dans un aspect brutaliste qui renvoie à une certaine histoire de l'architecture à certains moments.
dont Paul Chemetov, encore une fois, a été un des acteurs. Et à l'intérieur, c'est juste un plâtre traditionnel. C'est normal, on a des ourdis qui forment une sorte de plafond à caisson et une spatialité qui est à la fois contemporaine et archaïque, parce que c'est intéressant, à mes yeux en tout cas, de chercher à réactualiser des choses éternelles, parce que notre discipline elle a plusieurs milliers d'années, donc il n'y a pas de raison de s'intéresser qu'à ce qui s'est fait depuis 10 ans. Ça m'intéresse de réactualiser des choses anciennes plutôt que d'essayer d'inventer vainement d'autres choses, parce que je ne crois pas à la capacité à inventer. Et pour finir, un bâtiment pas loin d'ici, à Cherbourg, qui lui aussi a une tectonique un peu spéciale parce qu'il est revêtu de Pax-Salut, qui lui donne aussi un aspect changeant. Et donc c'est une manière aussi de prendre ce matériau déclassé et d'essayer d'en montrer la beauté, puisque faire de l'architecture, c'est aussi sans doute essayer de montrer que les choses ordinaires, les choses simples, habiter un bon logement, les choses simples de la vie, où les matériaux simples sont aussi pleins de beauté. Voilà, merci. Merci Éric Lapierre.